beaucoup de sottises également, comme toujours, quand on parle beaucoup des choses. Beaucoup de gens parlent de ça sans avoir vraiment compris de quoi il s'agissait. Je vais essayer de corriger tout cela. En jetant un regard rapide sur l'assistance, il m'a semblé comprendre que vous avez tous connu mai 68, je ne vois pas d'adolescents parmi vous. Si l'un d'entre vous m'interpelle sur le mode 68A, vous vous souvenez de cette session, d'où parles-tu, camarade? Si l'un d'entre vous se mettait à dire tout d'un coup, mais d'où parles-tu, camarade Granarolo, je répondrai, je ne parle évidemment pas en informaticien, je ne parle pas en professionnel de l'intelligence artificielle, que je ne suis pas. Je parle d'une part en honnête homme, et je tiens beaucoup à cette étiquette qui nous est venue du siècle des Lumières. L'honnête homme, c'est celui qui se sert de sa raison pour aborder des domaines dont il n'est pas forcément spécialiste. Donc je tiens beaucoup à cette étiquette, je la revendique. Et puis d'autre part, en utilisateur de l'IA et en pratiquant régulier de ChatGPT. J'ai souscrit un abonnement à la version payante ChatGPT 4 dès qu'elle est sortie, un peu plus de 2 ans, en mars 2023. Je l'utilise de plus en plus souvent pour rédiger mes livres, pour préparer mes conférences. Je peux donc avoir la prétention de vous présenter ce soir un avis, non pas un avis d'expert, mais un avis d'utilisateur régulier de ChatGPT. Si je n'étais pas cet utilisateur régulier, ma présence devant vous ce soir serait choquante et scandaleuse. Donc ChatGPT, c'est un nouveau-né qui est âgé de 2 ans et demi à peine. Nous reviendrons sur l'évolution tout à l'heure, qui a pris une telle place dans nos vies qu'on imagine bien souvent que ChatGPT est beaucoup plus ancienne que cela. ChatGPT est un chatbot, hein, c'est le mot anglais, autrement dit un programme informatique qui simule une conversation humaine et qui nous permet de converser avec une machine comme si c'était un humain et la machine répond comme si elle était humaine. Bien. Un chatbot, c'est ce qu'on appelle aussi un agent conversationnel, c'est la traduction française de chatbot, nous permet d'interagir donc avec une intelligence artificielle comme avec un autre être humain. Alors avant le ChatGPT, et vous le savez sans doute, de nombreux chatbots étaient en service, en particulier Siri. Tout le monde connaît Siri, je pense. Nous utilisons tous Siri sur nos smartphones. L'un des créateurs de Siri, c'est le français, c'est un français, parce qu'on a de formidables informaticiens, malheureusement ils s'expatrient bien souvent. L'un des créateurs de Siri, c'est le français Luc Julia, qui est un personnage que j'admire beaucoup. J'en reparlerai un peu plus loin. Il vient de sortir un livre, justement, sur les IA génératives, que je n'ai pas eu le temps de lire encore, il est sorti il y a 8 jours. Siri et d'autres outils étaient en service. Les services d'aide en ligne que vous utilisez sur Internet, tout ça, c'était l'utilisation de chatbots. Mais les chatbots qui existaient avant ChatGPT nous apparaissent aujourd'hui extraordinairement primitifs. On est passé dans un autre monde. Le bond en avant effectué par ce nouvel agent conversationnel est énorme, gigantesque, et nous allons voir tout ce que cela ouvre comme perspective à la fois rassurante et inquiétante. Il y a les deux. Cette IA est dite générative. ChatGPT fait partie de ce qu'on appelle les IA génératives. Pourquoi? Parce qu'elle répond par des contenus verbalisés ou par des images aux demandes qui lui sont adressées par un individu qui utilise son ordinateur ou par un utilisateur qui utilise son smartphone, son téléphone portable. Les demandes qu'on adresse à ChatGPT sont appelées des prompts, P-R-O-M-P-T-S. C'est un terme qui vient du latin, vive le latin, aurait dit mon regretté papa, le latin promptus, qui signifie prêt, disponible. Le mot a pris le sens de commande informatique. Donc les prompts sont les requêtes que l'on formule en langage courant, ce qui est évidemment tout à fait confortable pour l'utilisateur pour questionner ChatGPT. Alors il me faut commencer par expliquer le nom de ChatGPT. ChatGPT, vous trouvez chat comme chatbot, nous venons d'en parler, et puis GPT, ce qui renvoie à Generative Pre-trained Transformer. Transformer génératif pré-entraîné. Alors pardonnez-moi de recourir pour la première et dernière fois, je vous le garantis, de cette conférence à un langage un petit peu compliqué, un jargon informatique inévitable au début de mon propos. Je vous donne ma parole, c'est la dernière fois que je le fais dans cette conférence. Donc transformer, un transformer. Qu'est-ce que c'est qu'un transformer? C'est un modèle d'IA qui utilise un mécanisme qu'on appelle en français attention, ce qui traduit un mot anglo-américain. L'attention, c'est le mécanisme qui est utilisé pour comprendre les relations entre les mots du texte que l'on adresse, le prompt qu'on adresse à ChatGPT.
Et donc, grâce à ce transformer, grâce à ce mécanisme appelé attention, ChatGPT saisit le contexte et produit des réponses pertinentes, et nous allons le voir tout à l'heure, de plus en plus pertinentes. Transformer désigne donc l'algorithme central qui permet à l'intelligence artificielle de traiter les informations, de générer des réponses adaptées aux demandes qui lui sont faites. Second mot, pre-train, pré-entraîné, grâce à ce qu'on appelle les LLM, c'est difficile à dire, LLM, Large Language Model. Ce sont des logiciels très complexes qui sont apparus en 2018, il y a exactement 7 ans. Donc grâce à ces LLM, je vais y arriver, les réseaux neuronaux de ChatGPT sont pré-entraînés sur des quantités astronomiques de données. On verra dans un instant plus précisément de quoi il s'agit. Ils sont pré-entraînés à produire une suite probable de textes à partir d'une entrée, à partir de la demande effectuée. Et enfin, le troisième terme, generative, ça vient de l'anglais to generate, qui signifie créer, engendrer. Donc, cette IA générative, comme toutes les IA génératives, elle est capable de créer des contenus qui sont à la fois originaux, qui sont cohérents, qui répondent par des contenus verbalisés ou des images, je reviendrai là-dessus dans quelques instants, qui répondent aux demandes que lui adresse un utilisateur qui se sert d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Au départ, ChatGPT est pré-entraîné. Nous allons voir tout à l'heure de quoi il s'agit en rentrant dans les détails. C'est toute une phase évidemment capitale. Et donc, elle s'améliore au fur et à mesure de ce pré-entraînement. Donc, des équipes d'ingénieurs sont chargées de ce pré-entraînement avant de mettre l'IA générative sur le marché. Elle continue à s'améliorer ensuite grâce à ce qu'on appelle le deep learning, la capacité des machines à apprendre toutes seules, à se perfectionner tout seules, sans l'aide de personne. Donc, quand on interroge ChatGPT, qu'elle nous répond, il y a un pouce levé, vous connaissez ça, hein, on a ça dans tous les sites internet. Donc, on peut l'applaudir, on peut lui dire c'est très bien, tu m'as bien répondu, ou alors c'est complètement débile ce que tu viens de me dire, parce qu'on la tutoie, ChatGPT, hein, moi je la tutoie, il faut la tutoyer, sinon elle est vexée. Donc, on la félicite et au fur et à mesure des estimations des utilisateurs, elle corrige, elle s'améliore, elle est de plus en plus performante. Donc, elle apparaît à tous les spécialistes comme une véritable révolution dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Elle a été élaborée par OpenAI, qui est une filiale de Microsoft, là aussi j'y reviendrai, qui a été cofondée à San Francisco il y a 10 ans exactement, en 2015, par Elon Musk, je reviendrai aussi sur Elon Musk, et Sam Altman, qui est le directeur actuel de ChatGPT. Alors, est-ce que ça, des fois ça ah, ça y est. Voilà. Donc l'arrivée de ChatGPT le 30 novembre 2022, vous voyez, c'est tout récent, change déjà nos vies. C'était le titre du Nouvel Observateur du 2 février 2023, quelques mois après la sortie, la mise à disposition du grand public. Tout ce que l'on croyait savoir à propos de l'intelligence artificielle a été bouleversé par cette IA générative, il faut bien le reconnaître. Moins de 2 mois après la sortie de ChatGPT, enfin sa mise à disposition du grand public, ChatGPT comptait 100 millions d'utilisateurs dans le monde. 100 millions. C'est un chiffre inégalé depuis qu'Internet existe. Il n'y a aucune mise à disposition du public qui a atteint ne serait-ce que le 10e de ce chiffre. 100 millions d'utilisateurs au bout de 2 mois. Avec le lancement de ChatGPT, OpenAI a opéré une révolution qui a pris de court tous les géants de la technologie, tous les géants californiens. Et depuis, on pourrait dire que toute la Silicon Valley s'est lancée dans une course-poursuite pour essayer de rattraper l'avance qu'avait pris ChatGPT. Alors, je vous donne quelques exemples. Google ne pouvait pas rester à la traîne, évidemment, parce qu'il est très menacé par ChatGPT. Peut-être que dans quelques années, on ne demandera plus à Google, on demandera à ChatGPT les demandes qu'on adressait jusqu'alors à Google. Donc Google a présenté sa propre version d'une IA générative. Cette version s'appelait Bard, B-A-R-D, en 2023. Et puis, une version plus performante est apparue qui s'appelle Gemini, qui va être mise sur les téléphones portables, parce que Google, évidemment, a la mainmise sur les smartphones, début 2024. Donc Gemini a été mis à la disposition du public. D'anciens employés d'OpenAI se sont séparés de la société. Ils ont fondé une société qui s'appelle Anthropic, qui a développé une IA générative qui s'appelle Claude, comme le prénom français. Beaucoup plus récemment, j'en parlerai très vite parce que c'est trop récent pour qu'on se fasse une idée
sérieux. Mais très récemment, 3 concurrents importants de ChatGPT sont apparus. L'un est français. C'est le chatbot qui s'appelle le chat. Voilà, donc ils ont joué sur les mots. Non pas le chat, mais le chat. C'est une création d'une entreprise française qui s'appelle Mistral AI, qui a été lancée le 26 février 2024. Donc c'est une société française et on s'en réjouit avec des informaticiens français. Elle a offert 4 versions successives de son IA générative. Et la particularité aussi du chatbot le chat et de cette société, c'est que cette IA générative est ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire on sait ce qui se passe dans les logiciels, on peut aller voir ce qui se passe, c'est pas secret, on peut même essayer d'améliorer, de proposer des améliorations. Voilà, c'est une version qui est tout à fait intéressante, donc démocratique d'une IA. Plus récemment, on a un chinois, bien sûr, les Chinois ne pouvaient pas rester à la traîne, c'est le chinois DeepSeek. DeepSeek, dont la dernière version a été lancée tout récemment, le 20 janvier de cette année, le 20 janvier 2025. Alors pour l'instant, DeepSeek semble moins performant que ChatGPT. DeepSeek a été accusé de plagiat, mais on sait bien qu'effectivement, les Chinois sont souvent en train de plagier des entreprises non chinoises. Il y a plein de procès qui sont en cours, je ne rentrerai pas dans ce détail juridique. Et de plus, c'est un peu triste évidemment, DeepSeek est soumis à la censure chinoise. Je me suis amusé par exemple à demander à DeepSeek qu'est-ce que tu peux me dire à propos des incidents de 1989 sur la place Tiananmen? Qu'a répondu DeepSeek? Je ne suis pas autorisé à répondre à ce type de questions. Bien. Mais cette IA générative pourrait rapidement progresser étant donné la puissance énorme de l'informatique chinoise. Et puis plus récemment encore, troisième arrivée sur le marché, le 17 février, c'est encore plus récent, mise en ligne de Grok 3 par Elon Musk. Avec sa modestie légendaire, Elon Musk nous a dit « c'est l'IA la plus intelligente sur Terre ». Que pouvait-il dire d'autre? Grok, c'est un néologisme que Elon Musk n'a pas inventé, il a emprunté à un auteur américain de science-fiction que je lisais beaucoup dans ma jeunesse, qui était Robert Heinlein, dans un roman de 1961 qui s'appelle « En terre étrangère ». Il est à noter que Microsoft, qui est le principal investisseur d'OpenAI, avait prévu évidemment cette concurrence, avait pris les devants. Il avait lancé dès mars 2023 une version très nettement améliorée de son IA générative, la version GPT-4, dont je vous ai tout à l'heure, je m'y suis abonné dès le début, c'est une version payante, mais bien plus performante, et une version plus puissante encore, à laquelle je ne suis pas abonné, qui est GPT-4o ou 4.0, qui est apparue en mai 2024. Alors, moins de 3 ans après cette révolution, toute récente donc, les 3 questions auxquelles je voudrais, non pas répondre, ce serait présomptueux, mais à propos desquelles je voudrais faire avancer votre réflexion dans cette conférence sont les suivantes. Première question, ChatGPT est-elle intelligente? Deuxième question, ChatGPT est-elle un outil neutre ou va-t-elle transformer nos façons de penser? Et troisième question, avec ChatGPT, n'est-ce pas notre humanité même qui pourrait disparaître? C'est la question qu'ont posée certains spécialistes. Bien. Donc ce ne sont pas du tout les 3 parties de ma conférence, ce sont 3 questions que je vais essayer de faire avancer au cours de ma réflexion. Première partie de ma conférence, premier temps, voyage dans les apparences. On va essayer de dénoncer un certain nombre de fictions, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait des fictions, je vous laisserai pour l'instant dans l'expectative. ChatGPT peut nous donner l'illusion de la parole, ChatGPT peut nous donner l'illusion de la créativité, ChatGPT peut nous donner même l'illusion de la conscience. On va voir ces 3 points successifs. Première illusion, peut-être pas. ChatGPT parlerait. La première illusion concerne donc la parole. Est-ce que ChatGPT parle? La question est très délicate en réalité. Dès qu'il est question des rapports entre le langage et la pensée, tout philosophe, et je suis philosophe, recourt à un texte fondateur, biblique, j'aimerais dire, de René Descartes, dont j'extrais ces quelques lignes. C'est une lettre au marquis de Newcastle. Vous savez qu'on s'écrivait beaucoup à l'époque. On n'envoyait pas de SMS, mais on écrivait de longues lettres. C'est une lettre au marquis de Newcastle du 23 novembre 1646. Je vous en lis quelques lignes. Une lettre magistrale. Il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent qu'il y a aussi en autrui une âme qui a des pensées
excepté les paroles. La parole étant ainsi définie ne convient qu'à l'homme. Car bien que Montaigne et Charron aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme que d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu'elle ait usé de quelques signes pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions. Et il n'y a point d'homme si imparfait qu'il n'en use. Autrement dit, que me dit Descartes, les animaux effectivement sont capables d'émettre des signes en fonction de leurs émotions, de leurs passions, mais sortis de ces émotions et de ces passions, on n'a jamais vu un animal émettre des signes pour transmettre des informations en dehors de tout contexte émotionnel ou passionnel. L'homme le plus simple, le moins instruit, le moins bien équipé mentalement, il est capable de procéder de cette façon. Alors la question est d'importance. Si Descartes a raison, si la parole détachée des passions, c'est le propre de la pensée, c'est la preuve de la présence d'une âme, nous dit Descartes, ne devrions-nous pas attribuer une pensée et une âme à ChatGPT qui répond à mes questions et qui parle, qui donne l'impression de parler? Deuxième illusion, peut-être pas illusion. ChatGPT créerait, elle serait créatrice. Et là, je vais vous donner quelques exemples littéraires et picturaux. La seconde illusion concerne donc la créativité. Pour illustrer d'abord la création littéraire, j'ai écrit un prompt et j'ai demandé à ChatGPT de créer, entre guillemets, un texte littéraire et de créer des images picturales. Comme exemple d'une création, entre guillemets, littéraire, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une petite nouvelle, mettant en scène mon philosophe préféré, répondez tous en chœur, Nietzsche, merci, et un garagiste. Nietzsche et un garagiste. Alors je vais vous lire la proposition de ChatGPT. C'est assez extraordinaire. Il était une fois dans une petite ville de Provence un homme du nom de Gilbert. Vendeur émérite chez Renault, il était connu pour sa passion contagieuse pour les voitures et son talent inné pour faire naître des rêves sur 4 roues. Sa vie était rythmée par le vrombissement des moteurs et le balai des clients enthousiastes. Un jour, alors que Gilbert était plongé dans la contemplation d'une nouvelle gamme de voitures, il remarqua un homme énigmatique qui parcourait la salle d'exposition. Cet homme aux yeux perçants et à la barbe soigneusement taillée n'était autre que Friedrich Nietzsche en personne. Gilbert, fasciné par l'aura intellectuelle de ce philosophe renommé, s'approcha avec une curiosité mêlée d'admiration. Nietzsche, captivé par l'esthétique des véhicules exposés, s'engagea dans une conversation avec Gilbert. Ils discutèrent de la puissance des moteurs, de la beauté des lignes, des nuances subtiles qui différenciaient chaque modèle. Une amitié improbable naquit entre le vendeur passionné et le philosophe au regard perçant. Au fil des jours, Gilbert partagea avec Nietzsche sa vision du monde automobile où chaque voiture était une œuvre d'art en mouvement, une expression de la volonté de puissance. Nietzsche, de son côté, fit découvrir à Gilbert les profondeurs de la philosophie, les concepts de l'éternel retour et de l'Ubermensch, du surhomme. Cette improbable amitié prit une tournure inattendue lorsqu'un événement tragique bouleversa la vie de Gilbert. Une série de circonstances malheureuses conduisit à la fermeture de la concession Renault où il travaillait avec passion. C'était un coup dur pour Gilbert, qui avait consacré une grande partie de sa vie à vendre des rêves sur 4 roues. Nietzsche, toujours présent comme un mentor, consola Gilbert en lui rappelant la force de l'éternel retour. L'idée que chaque fin est le prélude à un nouveau commencement, inspiré par ces mots, Gilbert décida de prendre son destin en main. Avec l'appui philosophique de Nietzsche, il entreprit de créer sa propre entreprise de vente de voitures, une aventure qui devint une expression vivante du surhomme. La petite concession de Gilbert devint bientôt un havre pour les amoureux d'automobile en quête d'une expérience authentique. Inspiré par Nietzsche, Gilbert modela son entreprise comme une œuvre d'art, où la volonté de puissance et la créativité se mariaient pour offrir des voitures uniques et mémorables. Ainsi, l'histoire de Gilbert, vendeur de chez Renault et de Nietzsche, se déploya comme une symphonie inattendue, où les passions se croisèrent et où la philosophie guida un homme vers de nouveaux horizons. Dans les ruelles de la petite ville de Provence, l'écho de leur conversation résonne encore, rappelant que même dans les événements les plus inattendus, l'éternel retour peut tisser des destins inoubliables. C'est pas mal, non? C'est la réponse. Alors le plus troublant, c'est pas, si vous voulez, enfin c'est déjà très troublant, le texte lui-même, mais vous envoyez un prompt à ChatGPT, le texte apparaît au milliardième de seconde. J'ai fini de taper mon prompt, je l'envoie et le texte commence à défiler. Hein, et
quelques secondes après, j'ai le texte en sa totalité, je fais un copier-coller. Il n'y a pas la signature de ce texte. Ah non, c'est la machine. Ce texte n'est pas signé. Il n'y aurait pas eu le temps. Imaginez si ChatGPT allait chercher un écrivain, ça mettrait 6 mois. Non, non, ça met 1/10 de seconde. Donc c'est l'ordinateur qui répond. C'est l'intelligence artificielle qui produit ce texte en 1/1000e de seconde. Ce texte n'est pas ridicule du tout. J'essaye d'écrire des nouvelles. J'avoue que je suis assez impressionné. Alors en ce qui concerne les images picturales, j'ai demandé à ChatGPT de créer des tableaux à la manière de, vous voyez, en création, des créations picturales à la manière de. Je lui ai d'abord demandé de créer le vieux port de Marseille à la manière de Van Gogh. Voilà, c'est pas trop mal, hein. Un vieux port de Marseille à la manière de Van Gogh. Bon. Alors Marseille c'est bien joli, mais enfin moi je suis né à Toulon, Marseille je m'en fous. Je lui ai demandé, tant pis pour les OM, j'ai demandé à ChatGPT ensuite de créer un cours Lafayette de Toulon à la manière de Gauguin. C'est pas si mal, hein. Voilà le cours Lafayette de Toulon à la manière de Gauguin, produit en 1/10 de seconde. Enfin, hein, je fais la demande, le tableau apparaît. Elle ne me dit pas, tu le verras demain matin, le tableau. Il est là, sous mes yeux, 1/10 de seconde plus tard. J'ai demandé à ChatGPT de produire des tableaux de formes imbriquées. Elle m'en a produit une dizaine, j'ai retenu celui-là. Et puis enfin, j'ai demandé à ChatGPT de me produire une commode à la manière de Salvador Dali. Commode à la manière de Dali, bon, qui ressemble un peu à des objets connus, mais c'est pas si. Alors, est-ce qu'il y a eu création? Question délicate, là encore. Hein. La question est d'importance. Si la création d'œuvres originales est le propre de l'homme, si ChatGPT est créatrice, comme les êtres humains, alors il n'y a plus aucune différence entre l'homme et la machine, et c'est quand même un peu inquiétant pour nous. Troisième illusion. ChatGPT serait consciente. La troisième illusion concerne la conscience. Est-elle consciente? Ne peut-on considérer comme une preuve ou un indice fort de conscience le fait que ChatGPT semble capable de réfléchir sur elle-même? J'ai demandé à ChatGPT, à l'époque où je préparais cette conférence, de me fournir le plan d'une conférence ayant pour objet un examen critique de ChatGPT. Bon, j'ai un peu triché, hein, mais beaucoup moins que le font certains étudiants. Le plan qu'elle m'a adressé, finalement, était très pertinent. Et finalement assez proche de celui que j'ai finalement retenu. Est-ce que cette capacité de s'auto-examiner n'est pas la preuve d'une certaine conscience? La question est importante. Si être capable de se prendre soi-même pour objet, si être capable de s'auto-examiner, c'est la caractéristique de la conscience. Et c'est comme ça qu'en général on a défini cette conscience. Comment refuser la conscience à ChatGPT qui est capable de se prendre pour objet et de s'auto-examiner? Alors, ChatGPT, consciente ou pas, ne comptez pas sur moi à l'instant de cette conférence pour vous donner une réponse. Je la laisse cheminer cette question dans vos cerveaux. On va plutôt se demander si ChatGPT est intelligente ou pas. Avec ChatGPT, l'IA, l'intelligence artificielle, a franchi son bond le plus spectaculaire depuis qu'elle est apparue. Et donc, il me faut opérer un bref retour en arrière, et ceux qui ont suivi ma conférence sur l'intelligence artificielle vont entendre des choses qu'ils ont déjà entendues. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Certains d'entre vous n'ont pas assisté à cette conférence, donc je m'adresse prioritairement à vous. Donc, est-ce que ChatGPT est intelligent? Il faut d'abord remarquer l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans la société moderne, et je vais faire un bref retour en arrière. Le terme IA, intelligence artificielle, AI en anglais, Artificial Intelligence, est apparu en 1955-56. Il a été créé par John McCarthy, qui était un brillant mathématicien et informaticien, et quelques-uns de ses collègues. Ils l'ont inscrit dans une proposition de projet d'été qui s'est réunie l'année suivante, en 1956, au Dartmouth College, dans le New Hampshire. Et vous comprenez du même coup pourquoi quand vous demandez à Google ou à un moteur de recherche quand est-ce que le mot artificielle intelligence ou intelligence artificielle est apparu, vous avez tantôt 1955, tantôt 1956 comme réponse. Les deux réponses sont justes. 55 c'est le projet et 56 c'est le séminaire. Donc 55-56, apparition du terme intelligence artificielle. En moins de 70 ans, grâce à l'intelligence artificielle, les humains se sont lancés dans une entreprise gigantesque, monumentale, l'entreprise de numérisation de toutes les données dont ils disposaient, toutes les données, les textes, les œuvres d'art, la science, etc.
Cette numérisation exponentielle, je vous en ai parlé l'an dernier, donc je vais assez vite, je ne reviens pas sur le sujet, je vous renvoie à la conférence de l'an dernier, qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Cette numérisation exponentielle a permis Internet, elle a permis les réseaux sociaux, et aujourd'hui elle permet ChatGPT. Elle a permis ce que le chinois Kai-Fu Lee appelle la plus grande mutation de l'histoire. C'est un livre tout à fait passionnant de milliardaire chinois. Enfin, un milliardaire chinois, c'est une tautologie. D'un chinois, milliardaire comme tous ses compatriotes, et donc homme d'affaires et chercheur, qui a écrit ce très beau livre il y a 2 ou 3 ans. L'IA dépasse de très loin, dans un très grand nombre de domaines, les capacités du cerveau humain, tout le monde le sait. Ce que résume fort bien Laurent Alexandre, auteur d'un beau livre, lui aussi, La guerre des intelligences. Laurent Alexandre, c'est un médecin qui s'est enrichi avec un site médical et qui a publié des livres sur le transhumanisme et plus récemment sur l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'il dit dans ce livre, La guerre des intelligences, qui a 7 ans, mais qui est encore lisible, qui est encore intéressant. Notre cerveau est un outil remarquable, polyvalent, économe en énergie, mais au débit limité à quelques octets par seconde. En 2017, donc c'est le chiffre qui est donné, puisque le livre est de 2018, ça a augmenté depuis, mais c'est pas grave, peu importe. En 2017, 2 ordinateurs échangent déjà 1000 milliards d'informations par seconde, 1000 milliards. On passera pudiquement sur le fait que l'IA ne dort pas, ne mange pas, ne vieillit pas, voyage à 300 000 km par seconde et peut se subdiviser en quelques millièmes de seconde. Donc l'intelligence humaine ne fait pas le poids par rapport à l'intelligence artificielle. Alors s'agit-il d'une évolution ou d'une révolution? L'IA rend possible, c'est l'IA qui rend possible toutes les évolutions dont nous sommes les spectateurs un peu ébahis parfois depuis un certain nombre d'années. En 1971, et c'est ce que vous avez sur l'écran, le premier microprocesseur comptait environ 2000 transistors. C'était fabuleux à l'époque, mais 2000 transistors. Moins de 50 ans plus tard, les puces les plus élaborées intègrent 10 milliards de transistors. On est passé de 2000 à 10 milliards. La puissance de calcul a donc été multipliée par plus d'1 million. C'est une avancée technologique inégalée. Aucun autre domaine de la technique ne peut nous présenter des accélérations aussi considérables. L'année 2022 apparaîtra peut-être dans un certain nombre d'années ou de décennies comme une année charnière. Pourquoi? D'abord, et ça vous le savez déjà, c'est l'année où ChatGPT est devenu utilisable gratuitement par le public le 22 novembre 2022. Mais toujours en 2022, quelques mois auparavant, au mois de juin, Frontier, c'est l'ordinateur conçu par IBM et Nvidia, deux grosses sociétés évidemment, est devenu l'ordinateur le plus puissant du monde et le reste aujourd'hui. C'est le premier ordinateur qui a atteint ce qu'on appelle l'hexaflops. L'hexaflop, c'est 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. 1 milliard de milliards. Alors je vous ai mis sur l'écran, mais bon, on ne va pas s'arrêter longtemps là-dessus, hein, les mesures, kiloflop, mégaflop, etc. Donc Frontier a atteint l'hexaflop, le milliard de milliards. On pense qu'on va aller vers le zetaflops vers la fin des années 2020, et puis on atteindra peut-être le yotaflops, et c'est là que certains nous disent et la machine va nous dépasser, etc. etc. Bien. L'ordinateur Frontier a atteint l'hexaflops. Alors, 1 milliard de milliards, bon, quand on le dit, ça ne pose pas de problème de dire 1 milliard de milliards. Aucun d'entre vous n'est capable de se représenter 1 milliard de milliards. C'est irreprésentable. C'est une abstraction. C'est le vide absolu quand je pense à ça. 1 milliard de milliards d'opérations par seconde, ça dépasse l'entendement, ça dépasse toutes nos capacités visuelles. C'est absolument irreprésentable. Donc cette puissance de calcul, c'est le premier facteur qui rend possible ChatGPT de façon évidente. Le second facteur qui rend possible ChatGPT, c'est le caractère exponentiel des data qui a été créé par Internet. Ce phénomène, certains l'ont appelé le dataclysme, et j'ai représenté ça par une image d'une vague géante. L'avalanche d'images, de données qui déferlent sur la toile, sur le web, constitue une matière première presque infinie, qui se renouvelle tous les jours. En 2020, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, il faudrait l'actualiser, mais je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, j'en suis désolé. En 2020, l'humanité produisait 1000 milliards de données numériques par semaine. 1000 milliards de données numériques.
Ce data clean, c'est le second facteur qui rend possible les prouesses de ChatGPT. Donc ce qui semble indubitable, c'est que ChatGPT, lancé fin 2022, a fait basculer notre quotidien dans la science-fiction. Nos façons de penser en sont déjà transformées, sans que nous en soyons toujours conscients. Alors qui est intelligent, puisque c'est la question que j'ai posée? Est-ce ChatGPT ou les concepteurs de ChatGPT? Pour répondre à cette délicate question, qui est intelligent, ChatGPT ou ses concepteurs, je m'appuie sur deux références qui se contredisent, bien sûr, parce que dans ce domaine, on est tous en pleine hésitation. Peut-on appliquer à ChatGPT la formule catégorique de Luc Julia, pardon, je ne sais pas pourquoi j'appelle Claude de temps en temps, de Luc Julia, dans un beau livre que j'avais beaucoup apprécié, L'intelligence artificielle n'existe pas. Je vous disais tout à l'heure, il vient d'écrire un nouveau livre sur les IA génératives. Est-ce qu'on peut appliquer cette formule? Est-ce que Luc Julia a raison? L'intelligence artificielle n'existe pas, et donc, bien sûr, ChatGPT n'est pas intelligent. Ou bien est-ce qu'il faut suivre Laurent Alexandre, qui était interrogé juste après l'apparition de ChatGPT dans le Figaro du 9 août 2023. L'interview avait pour titre « La marginalisation de l'espèce humaine est absolument inévitable », un titre qui fait un peu froid dans le dos, vous me l'accorderez. Je retiens ces quelques lignes de Laurent Alexandre. Jusqu'au 30 novembre 2022, nous étions dans l'univers connu les seuls titulaires d'une intelligence conceptuelle. Avec l'arrivée de ChatGPT 3, c'était seulement ChatGPT 3, une intelligence conceptuelle non humaine est née. Une intelligence conceptuelle non humaine est née. A-t-il raison, Laurent Alexandre, de dire ça ou pas? Luc Julien n'est pas d'accord. Le débat est ouvert. Bien. À l'opposé de ce qu'affirme Laurent Alexandre, je citerai l'un des meilleurs spécialistes français de l'IA, parce qu'on a de remarquables informaticiens et formateurs en informatique, c'est Laurent Ourdre. Laurent Ourdre, j'ai trouvé ses propos dans un numéro hors série du Point, si vous arrivez à mettre la main dessus. Il a déjà plusieurs mois, mais c'était tout à fait remarquable. Tous les articles étaient remarquables. Donc, qui est Laurent Ourdre, pardon. Il dirige le master mathématiques, vision, apprentissage à l'école supérieure normale sup de Paris-Saclay. C'est le master qui forme les meilleurs informaticiens français. Et à propos de l'éventuelle intelligence de l'IA, voilà ce qu'il écrivait. J'ai beaucoup aimé cette phrase, je la cite régulièrement. Ce n'est pas l'algorithme qui est intelligent, mais tous les scientifiques qui ont travaillé dessus pendant des années. Sans expertise humaine, les algorithmes ne tiennent pas. Voilà. C'est une phrase qu'il faut prendre en compte et qui est difficilement réfutable, me semble-t-il. Alors, ChatGPT, intelligente ou pas, pour répondre, il faut, pour commencer à répondre, et essayer d'esquisser une réponse un peu rationnelle, il faut décortiquer le fonctionnement de ChatGPT, et c'est ce que nous allons faire dans le troisième temps de cette conférence. Je me livrerai d'abord à un bref historique de ChatGPT. Je l'ai déjà signalé, ChatGPT a été créé par OpenAI, association à but non lucratif, spécialisée dans le développement de l'intelligence artificielle, société fondée en 2015, il y a 10 ans à peine, à San Francisco, par Elon Musk et par Sam Altman. Le brillantissime, parce qu'on est obligé de dire qu'il est brillantissime quand même, malgré tous les défauts qu'il a, il a les pires défauts de la planète, bon. Mais le brillantissime Elon Musk a peut-être commis l'erreur de sa vie en quittant l'entreprise OpenAI en 2018. En mars 2024, il a porté plainte. Comme OpenAI, il reproche à OpenAI d'avoir trahi les principes sur lesquels la société avait été fondée en 2015. Question, est-ce que Elon Musk serait mauvais perdant? Alors, après cette première erreur gravissime, il a peut-être commis une seconde erreur en rejoignant Donald Trump, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat, chacun a son idée là-dessus. Donc, OpenAI est devenu, quelques années après sa création, une entreprise non plus à but non lucratif, mais à but lucratif plafonné. C'est un autre type d'entreprise aux États-Unis. L'actionnaire principal est Microsoft. OpenAI a également créé DALL-E, D-A-2-L-E. C'est un mot valise un petit peu, qui est formé à partir du nom de Salvador Dali, bien entendu, tout le monde le devine, et d'un petit robot qui s'appelait Wall-E dans un film d'animation de 2008. Donc Dali est aujourd'hui intégré à ChatGPT 4. C'est les images que je vous ai proposées tout à l'heure, je les ai demandées non pas à Dali, mais à ChatGPT 4, qui intègre Dali dans sa structure.
Et donc, c'est un outil qui permet de créer n'importe quelle image à partir de la description. Vous donnez une description, l'image apparaît, c'est ce que j'ai fait. Comme elle peut décrire, si vous voulez, en sens inverse, elle peut produire un texte qui décrit une image. Mon épouse, artiste peintre, utilise à présent, depuis quelques mois, ChatGPT. Elle se donnait beaucoup de mal pour trouver des descriptions de ses tableaux, mais maintenant, elle ne se fatigue plus. Pourquoi elle se fatiguerait bêtement? Et elle a raison, elle a suffisamment de choses à faire dans sa vie, s'occuper de son mari en particulier. Donc, elle met le tableau, elle envoie le tableau à ChatGPT, et il sort 8 lignes de description absolument phénoménales. Enfin, moi, j'ai essayé de faire des descriptions de ces tableaux, j'arrive pas à la cheville de ChatGPT. Donc DALL-E, très intéressant au niveau des images. Le pré-entraînement dont nous avons parlé, il faut maintenant revenir et creuser la question. Pour que ChatGPT puisse apporter des réponses aux demandes, aux prompts, puisqu'il s'appelle ainsi qu'ils lui sont adressés, elle doit d'abord être pré-entraînée, comme nous l'avons dit, sur des quantités astronomiques de paramètres, sur de grandes quantités de prompts qui sont adressés. Au départ, les concepteurs de l'outil envoient eux-mêmes des prompts, analysent les réponses, essayent de les améliorer, etc., etc. Chacune des réponses est évaluée et grâce à ce qu'on appelle le deep learning, le machine learning, toutes ces techniques qui permettent aux machines d'auto-apprendre et de se perfectionner sans intervention directe de l'humain, ChatGPT améliore sans cesse ses réponses. Cette amélioration se poursuit depuis que ChatGPT est disponible pour le grand public, puisque, comme je vous l'ai dit, les utilisateurs attribuent une note ou enfin une valeur aux réponses fournies par l'IA générative en fonction de leur degré de satisfaction, et donc l'outil ne cesse de se perfectionner. ChatGPT 3 a été entraîné sur des milliards de paramètres, 175 milliards de paramètres. ChatGPT 4 a été entraîné sur une quantité encore plus grande, encore plus vaste, 100 000 milliards de paramètres, d'après ce que j'ai lu, ce qui lui permet de fournir des réponses plus précises, plus informatives. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pré-entraînement? Rentrons un peu dans les détails. Le pré-entraînement de ces modèles consiste en une prédiction, une sorte de calcul de probabilité. Le pré-entraînement permet à ChatGPT de prédire, étant donné une partie d'un texte, on appelle ça un token, T-O-K-E-N. Qu'est-ce que c'est qu'un token? C'est un morceau de texte, c'est un mot, la partie d'un mot, un signe de ponctuation, donc c'est une unité langagière, si vous voulez. Cette unité, donc, le texte est analysé en token, et grâce à ce pré-entraînement, grâce au réseau de neurones qui imitent le cerveau humain de mieux en mieux, grâce à un calcul de probabilité très sophistiqué, eh bien, le robot est capable de prédire le token qui va suivre le token qui est présent dans le prompt, et de token en token, il fournit du texte, et il fournit des textes intelligents. Alors, quelles sont les principales évolutions de ChatGPT depuis l'origine? ChatGPT a subi depuis son origine plusieurs mises à jour, plusieurs améliorations pour générer du texte de façon plus précise et contextuelle, et on va voir rapidement quelques exemples de ces progressions, de ces évolutions qui continuent. L'outil va se perfectionner, il est tout jeune l'outil, encore une fois, il a 2 ans et demi, il vient d'apparaître. Amélioration de la qualité du langage, grâce à ce pré-entraînement sur des ensembles de données de plus en plus vastes que je viens de mettre en évidence. ChatGPT comprend mieux les demandes qui lui sont adressées et a des réponses qui sont beaucoup plus satisfaisantes. Deuxièmement, meilleure prise en compte du contexte. ChatGPT maintenant prend un contexte beaucoup plus large. Elle comprend mieux les demandes, les subtilités des prompts qui lui sont adressés, elle les analyse beaucoup mieux. Dans les premiers temps, les réponses étaient parfois un peu grossières, parfois même stupides, hein, il faut le reconnaître. Et on a eu beau jeu au départ de montrer les réponses stupides de ChatGPT, et c'est vrai qu'il y en avait. C'est de moins en moins fréquent, je vous garantis que c'est de moins en moins fréquent. Et donc, elles répondent de façon plus précise aux demandes des utilisateurs. Troisième évolution, capacité de génération de contenu amélioré. Alors c'est un peu redondant ce que je suis en train de dire, mais il y a des nuances quand même dans ces éléments. Elle engendre des contenus plus avancés, exprimés dans des styles plus variés. Elle évite les réponses stéréotypées qu'elle donnait au départ. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression que c'était un peu mécanique, mais c'est de moins en moins, ça ressemble de plus en plus à du langage humain et à de l'intelligence humaine. ChatGPT est capable de proposer des réponses qui se rapprochent d'une interaction humaine authentique.
Quatrième évolution, la gestion des biais. Vous avez, je pense, tout ce qu'on appelle des biais. Les biais, ce sont ces croyances, ces convictions, ces illusions qui sont en chacun d'entre nous, qui font qu'on n'a pas une approche objective des choses. Bon, il y avait des biais dans ChatGPT, bien évidemment, puisque c'est une création humaine. Eh bien, les ingénieurs ont essayé de corriger petit à petit ces biais et de permettre à ChatGPT d'avoir une représentation équilibrée des différents points de vue, même s'il y a beaucoup à faire encore, j'y reviendrai tout à l'heure. Cinquième élément, meilleure compréhension multilingue. C'est vrai qu'au départ, ChatGPT était très performante en langue anglaise, anglo-américaine, c'était pas très brillant en français ou en allemand ou en italien. Aujourd'hui, moi je me sers essentiellement de ChatGPT en langue française, c'est très satisfaisant, donc ChatGPT a énormément progressé de façon multilingue. Le traitement des images, je viens d'en parler, contrairement à ChatGPT 3, ChatGPT 4 a la capacité de traiter des images grâce à DALL-E qui est incorporé donc à ChatGPT, donc nouvelle possibilité d'utilisation. Elle peut décrire des images, elle peut en créer, elle peut assister les utilisateurs dans les tâches de compréhension visuelle, etc. Et enfin, septième progression, mode de progression, une sécurité, une confidentialité améliorée. On sait que c'est le grand problème des IA, que c'est le grand problème des réseaux sociaux. Au départ, on avait l'impression qu'on n'était pas très sécure quand on allait sur ChatGPT, que les données qu'on indiquait ou que les réponses qu'elle formulait allaient partir dans le grand public tous azimuts. C'est de moins en moins le cas. Donc ChatGPT a renforcé considérablement la protection des données personnelles et il y a des progrès constants qui sont effectués sur ce sujet. Donc dans l'ensemble, ces 7 évolutions, j'en ai énuméré 7, il y en a peut-être 10 ou 12, peu importe, ces évolutions ont contribué à améliorer les capacités de ChatGPT à fournir des réponses précises, pertinentes, utiles aux questions des utilisateurs. ChatGPT imite de mieux en mieux les comportements humains. Il est de plus en plus difficile de faire la différence, au début c'était relativement simple, entre un texte qui est produit par ChatGPT et un texte produit par un être humain. Il importe néanmoins de se rappeler que ChatGPT ne parle pas au sens strict, elle imite le langage humain à partir d'algorithmes, comme elle pourra demain imiter les émotions ou la conscience. C'est ce que remarque Eric Sadin dans son dernier livre, que j'utiliserai plus abondamment dans la dernière partie de ma conférence. Je lis beaucoup Eric Sadin, il est souvent pertinent dans ses remarques, même si je vais le critiquer un peu tout à l'heure. Dans son dernier livre, donc La vie spectrale, Sadin nous dit que les contenus proposés par ChatGPT ne sont, je le cite, qu'un pseudo-langage vidé de toute singularité et créativité. Je crois que la formule est un peu excessive, mais bon, je lui laisse la responsabilité de cette formule. Il ne faut jamais se lasser de souligner que même si les IA telles que ChatGPT peuvent être programmées pour imiter certains aspects du comportement humain, certaines émotions, elles ne possèdent pas, au sens strict, de conscience, ni de sentiments authentiques. Personne n'en doute. Leur fonctionnement repose sur des calculs et sur des algorithmes. Leur compréhension du plaisir, de tout autre aspect émotionnel, serait une simulation basée sur des données et des modèles et non pas sur une expérience subjective réelle. Alors j'en viens enfin, et il est temps, me direz-vous, au titre de ma conférence pour laquelle vous vous êtes déplacé, outil ou rival. Alors commençons par l'outil. ChatGPT, outil pour les humains. Nous allons voir les différents domaines dans lesquels ChatGPT peut nous aider, dans lesquels il constitue un outil assez formidable, il faut bien le reconnaître. Donc quels sont ces différents outils? Je suis allé trop vite, voilà. Donc l'utilisation de ChatGPT comme outil. Premier outil, assistance à la création de contenu. En parcourant à la vitesse de la lumière des millions de contenus présents sur la toile, ce qu'elle ne faisait pas auparavant, ce que ChatGPT 3 ne faisait pas, elle produit des synthèses assez remarquables. Elle nous fournit des textes, je l'ai déjà dit, qui ressemblent de plus en plus à des textes produits par les humains. ChatGPT 3 avait été construit sur un ensemble considérable de données, ChatGPT 4 sur une quantité encore beaucoup plus grande de données. On peut parfois comparer, c'est ce que vous avez sur l'écran, ChatGPT à Watson. Watson, vous connaissez tous Watson, c'est votre pote. Watson, c'est l'ordinateur qui avait battu en 2011 tous les champions du jeu de culture générale américain qui faisait fureur sur les télés américaines, il s'appelle Jeopardy. Bon. Donc cet ordinateur, Watson, a écrabouillé le champion de Jeopardy.
il lisait plusieurs milliers de livres à la seconde, et du même coup, on a l'impression que c'était inégalable et inégalé. Or, ChatGPT 4, si on mettait aujourd'hui en rivalité, en concurrence ChatGPT et Watson, Watson serait écrabouillé par ChatGPT. ChatGPT donc a une base de données infiniment plus considérable. L'ancien ChatGPT était limité parce que ChatGPT 3 avait dans ce qu'on pourrait appeler sa banque de données des données qui s'arrêtaient à septembre 2021. Bien. Que les concepteurs avaient arrêté à un moment donné, il fallait bien s'arrêter pour boucler le système. ChatGPT 4 s'arrêtait, elle, en décembre 2023. Mais c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne, puisque depuis que ChatGPT est ouvert sur Internet et sur la toile, ces limitations n'existent pas. ChatGPT est capable aujourd'hui d'aller puiser dans l'immense base de données d'Internet des données très récentes pour répondre aux questions qui lui sont proposées. Alors les universités sont aux prises avec des difficultés considérables, vous en avez tous entendu parler. Comment différencier les travaux originaux d'étudiants sérieux et ceux que d'autres étudiants demandent à ChatGPT de rédiger à leur place. Alors c'est vrai qu'on trouve sur Internet des outils, quelques outils, qui permettent en principe de détecter les contenus qui viennent de ChatGPT. Il est à craindre que ces outils soient de moins en moins fiables, qu'ils soient très rapidement obsolètes, tant l'évolution, la multiplication des IA génératives est fascinante, et ça devient de plus en plus difficile. Donc les universités sont aux prises, vous voyez, on interdit, évidemment, ça c'est facile d'interdire, mais est-ce que c'est fait réellement? Donc vous avez aujourd'hui des étudiants qui produisent des mémoires, vous avez sur Amazon des livres entiers qui ont été écrits par ChatGPT. ChatGPT est capable de faire des travaux universitaires très, très, très brillants, et c'est un véritable problème pour les universités. Donc, en quoi ça peut être un outil? D'abord pour créer des contenus, comme je viens de le dire. Ensuite, ça peut être une aide à la recherche. On peut demander à ChatGPT de nous fournir des pistes de recherche, des indications bibliographiques sur n'importe quel sujet. Le résultat est le plus souvent de très grande qualité. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec membre de l'Académie du Var, on en a un parmi nous ce soir, et je le salue, qui était très réticente au départ sur les IA génératives, et qui aujourd'hui s'en sert énormément au niveau bibliographique. C'est vrai que c'est extraordinairement performant. Si vous avez une demande précise, si vous savez formuler correctement votre prompt, ça c'est très important, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'utilisation de ChatGPT. On fera un atelier peut-être un jour, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc les bibliographies sont très performantes. Si vous savez demander précisément quelle bibliographie vous souhaitez, vous avez immédiatement, encore une fois, dans le dixième de seconde qui suit, une liste d'ouvrages parmi les plus remarquables qui ont été écrits dans toutes les langues de la planète. C'est tout à fait extraordinaire. Ensuite, amélioration de la productivité dans divers domaines. On peut demander à ChatGPT de nous seconder pour toute tâche de rédaction. On peut demander à ChatGPT de nous seconder pour rédiger une communiqué de presse. Les journalistes s'en servent de plus en plus, même si la branche sur laquelle ils sont assis. On peut se servir de ChatGPT pour rédiger une quatrième de couverture pour un livre. Le livre dont Michel vous a parlé tout à l'heure, qui est mon dernier livre, eh bien, je vais faire un petit scoop en m'auto-détruisant, mais tant pis, je me suis servi de ChatGPT pour rédiger la quatrième de couverture. Bon, je n'ai pas recopié purement et simplement ce que m'a proposé ChatGPT, mais elle m'a fourni vraiment une quatrième de couverture. J'aurais pu prendre littéralement. Bon, mais je ne veux pas vous le faire, parce qu'en plus, vous avez des systèmes aujourd'hui qui détectent chez les éditeurs les textes qui ne sont pas créés par les auteurs, mais qui sont créés par ChatGPT. Mais c'était remarquable comme quatrième de couverture. Je vais donner les indications, mais surtout une quatrième de couverture, vraiment tout à fait brillant. Donc, rédiger une note de synthèse, reformuler un paragraphe sur la reformulation aussi, c'est assez performant. Amélioration de l'efficacité, de la productivité dans divers domaines. On peut demander donc à ChatGPT toutes sortes d'aides. Et enfin, c'est plus original et moins connu, on peut se servir de ChatGPT pour effectuer ce que j'appellerais un sondage planétaire. C'est un remarquable instrument de sondage d'opinion à l'échelle mondiale. Et je vais vous parler un tout petit peu d'un livre assez passionnant d'un Français qui s'appelle François Desmier, qui s'appelle « Ainsi parlait ChatGPT, dialogue avec un esprit artificiel ».
ce Français a dialogué pendant des mois, presque une année, je crois, si ma mémoire est bonne, avec ChatGPT sur de grands sujets de société et même sur des sujets métaphysiques. La définition de la vie, les émotions, la spiritualité, l'avenir de l'humanité, la bioéthique, la conquête de l'espace, et j'en passe. Bien. Et également, il a demandé à ChatGPT de réfléchir sur elle-même, ce qui renvoie à la question de la conscience que je posais tout à l'heure. Il lui a posé des questions de ce type. Quelles sont les conséquences sociales, psychologiques de l'IA sur les humains? Quels sont les défis de la coexistence entre l'homme et la machine? Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi? Quel contrôle on peut avoir sur l'IA, etc. Alors, ce livre, je l'ai lu vraiment avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il est passionnant, hein, je vous assure qu'il est très, très intéressant. Et en le lisant, on comprend mieux comment fonctionne ChatGPT et je vais tirer quelques conclusions de la lecture de ce livre. Moi, j'ai tiré 3 grandes conclusions, 3 enseignements de la lecture de ce livre. Premier enseignement, ChatGPT n'a aucune opinion. On en a la preuve dans des formules un peu répétitives, c'est même un peu fatigant, mais l'auteur ne pouvait pas faire autrement. Tout au long du livre, on trouve des formules qui commencent par « en tant qu'IA ». Je vous en donne quelques-unes, mais je pourrais vous en citer 60, mais la salle se viderait aussitôt. Hein, donc je vous en donne juste 3 ou 4. En tant qu'IA, je ne veux pas aimer ou avoir de préférences personnelles car je n'ai pas de conscience ou de sentiment. En tant que modèle de langage, je n'ai pas d'opinion personnelle. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de pensée ou de sentiment. En tant que modèle de langage, je suis une création humaine qui a été programmée pour simuler une certaine capacité à comprendre, mais je ne suis pas un cerveau humain. En tant que modèle de langage, je dispose d'informations sur la vie collectées à partir de diverses sources. En tant qu'IA, je ne peux pas avoir de croyances, etc., etc. Donc cette énumération un peu fastidieuse, elle est nécessaire pour comprendre, je dirais, le fonctionnement limité de ChatGPT, son incapacité à penser au sens strict du terme. Donc ChatGPT n'a pas d'opinion, elle va rechercher sur la toile les opinions les plus fortes. Deuxième conclusion que j'ai tirée du livre de... comment il s'appelle? Il est sur l'écran, François Desmier. Deuxième conclusion, ChatGPT synthétise les opinions les plus présentes sur Internet. On comprend aisément en lisant les réponses de ChatGPT aux questions d'auteur qu'elle ne prend en compte que les opinions les plus répandues. On va faire autrement, bien évidemment, puisque c'est un instrument qui fonctionne avec des algorithmes statistiques. Bon. Celle dont elle trouve le plus grand nombre de variations sur sa base de données et sur Internet, vu qu'elle a la capacité d'explorer Internet. Donc, on ne trouve que les opinions les plus présentes. Et troisième conclusion que j'ai tirée de la lecture de ce livre, ChatGPT est politiquement correct. Hein? Il ne faut pas attendre de ChatGPT la production d'idées novatrices, d'idées révolutionnaires. N'attendons pas cela de ChatGPT, elle est incapable de le faire. Le mode de fonctionnement de ChatGPT a pour conséquence la non prise en compte des opinions marginales, des idées qui heurtent ce que nos vieux camarades marxistes appelaient l'idéologie dominante. Petit clin d'œil à mon ami Jean-Claude Gross. Donc maintenant je passe à la rivalité. ChatGPT comme rival pour les humains. ChatGPT comme rival pour les humains. Sur quel plan est-elle notre rival? D'abord, sur le plan de l'emploi, rival sur le plan de l'emploi et sur un certain nombre de domaines de l'emploi. Je vous ai parlé dans la conférence que j'avais faite sur l'IA des professions menacées. On avait sous-estimé le nombre de professions qui étaient menacées par l'IA. On pensait que c'était du moins les professions un peu répétitives, c'est du travail un peu bébête. Non, les professions très pointues et qui exigent apparemment une grande intelligence sont menacées par l'intelligence artificielle. Mais aux professions qui étaient menacées par l'IA s'ajoutent de nouvelles professions. Les métiers du verbe, les métiers du verbe, tout ce qui a trait donc à la parole et au langage, les assistants juridiques, les journalistes. ChatGPT est capable de faire, par exemple, je pense qu'il n'y aura plus de journalistes sportifs d'ici 8 ou 10 ans. ChatGPT, vous lui donnez l'information qu'est-ce qui s'est passé au cours d'un match de rugby du RCT, elle vous prend un article très supérieur à ce qu'est capable de faire le journaliste de Var Matin, très brillant au demeurant, je ne vais pas me fâcher avec Var Matin. Bon. Donc, les métiers du verbe, les journalistes, les secrétaires, les créateurs de romans à l'eau de rose, on n'a plus besoin de créateurs de romans à l'eau de rose. ChatGPT peut vous fournir, peut vous sortir 20 romans à l'eau de rose par jour, aussi brillants et aussi nuls, bien sûr, que les autres romans à l'eau de rose.
les assistants de maisons d'édition, les enseignants, bon, il y a une quantité de professions plus ou moins menacées, mais à moyen et long terme, très menacées par ChatGPT, par les IA génératives. Les métiers de l'image, les métiers du cinéma, les graphistes, les scripts, les doubleurs, hein, vous avez tous entendu parler de grèves qui se sont succédées à Hollywood, où il y a un tas de professions du cinéma qui se sentent très menacées, qui se demandent s'ils auront encore un job d'ici 5 ou 10 ans. Donc les métiers de l'image et du cinéma. Les métiers de l'informatique, j'en ai pas parlé parce que c'est plus technique, mais ChatGPT est capable de programmer, de corriger, de produire des programmes, d'améliorer des programmes, et donc les programmes qui étaient effectués par des programmeurs, les programmes un petit peu basiques, c'est fini. Hein, ChatGPT produira ces programmes, les développeurs informatiques, etc. Les métiers financiers, ça c'était déjà vrai pour l'IA, les comptables, les analystes de marché, les analystes financiers, les traders, tout ça c'est en voie de disparition. L'intelligence artificielle et ChatGPT vont les remplacer. Donc rival sur le plan de l'emploi. Ensuite, rival sur le plan d'une dépendance à l'égard de ChatGPT. Donc voilà les 4 domaines. Rival sur le plan d'une dépendance croissante à son égard. Eric Sadin, que j'ai déjà cité, avant le livre dont je vais reparler dans quelques instants, avait été l'un des premiers, il y a 10 ans, à demander, à exiger même, à souhaiter et à exiger pratiquement une critique de la raison numérique. Dans un livre qui s'appelait La vie algorithmique, vous avez la couverture sur l'écran, critique de la raison numérique. Dans sa conclusion, il disait, je le cite, soumettre la vie algorithmique contemporaine à une critique en acte de la raison numérique qu'il ordonne relève d'un combat politique, éthique et civilisationnel majeur de notre temps. Avec ChatGPT et ses homologues, cette critique apparaît comme vitale pour la survie même de notre espèce. Alors, on va aller un peu plus loin dans le catastrophisme. Avec ChatGPT, n'est-ce pas, notre humanité même qui est en danger, qui pourrait disparaître, peut-être pas physiquement, mais dans son essence même d'humanité. ChatGPT accentue de façon exponentielle notre incapacité à comprendre les processus qui sont utilisés par l'IA. Comme je disais tout à l'heure, vous demandez à ChatGPT d'écrire une nouvelle, en un centième de seconde, en un millième de seconde, elle écrit une nouvelle. Comment elle fait on le sait vaguement, mais personne ne le sait, même les informaticiens professionnels savent très mal comment ça se passe à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Donc elle nous met dans une situation de dépendance, puisqu'on utilise un outil qu'on maîtrise pas du tout. C'était déjà le cas de l'informatique et de l'IA, mais c'est encore exponentiel avec ChatGPT. 2 ouvrages récents qui sont sortis le même mois, c'est assez curieux, en octobre 2023, donc il y a un peu moins de 2 ans, tirent la sonnette d'alarme, à tort ou à raison. Le premier est un livre de Marius Bertolucci, qui est maître de conférence en sciences de gestion, et son livre, sorti chez Hermann en octobre 2023, s'appelle « L'homme diminué par l'IA ». Petit jeu de mots, évidemment, on parle de l'homme augmenté, des transhumanistes, lui, l'homme diminué par l'IA. L'auteur craint que ces systèmes nous transforment en cyborgs, en esprit cybernétique, un esprit dénué de véritable pensée. Nous risquons de perdre l'habitude de réfléchir par nous-mêmes, selon l'auteur. La conclusion pessimiste de l'auteur oppose au fantasme de l'homme augmenté des transhumanistes, l'homme diminué par l'IA. Et puis le second livre, c'est le dernier livre déjà cité, mais je vais maintenant pénétrer dans le cœur de cet ouvrage, La vie spectrale d'Eric Sadin. Eric Sadin met l'accent sur la nouveauté que représente ChatGPT par rapport aux anciens apports de l'intelligence artificielle. Je le cite, « Pour la première fois dans l'histoire, les informations générées par l'activité des humains dépassent la capacité de ces mêmes humains à pouvoir les manipuler convenablement. » Donc on a des outils qui dépassent nos capacités à comprendre ces outils. Donc quelles sont les différentes menaces selon Eric Sadin? Menaces sur notre créativité. Ces nouvelles capacités de l'IA risquent de brider notre créativité, voire de l'anéantir. Je cite Sadin, on l'aura compris, la personnalisation algorithmique et pixelisée de notre rapport au monde muselle notre puissance agissante. Nous nous trouvons muselés, bridés, entravés dans notre créativité et non pas aidés dans notre créativité. Deuxième danger, deuxième menace, modification tragique de notre image de nous-mêmes. L'IA peut affecter notre perception de nous-mêmes.
L'utilisation des systèmes d'IA pour prendre des décisions à notre place peut entraîner une sorte de perte de confiance de l'homme en lui-même, une diminution de la responsabilité individuelle. Nous sommes dépossédés, surtout, Sadin insiste là-dessus, peut-être a-t-il raison, peut-être pas, nous sommes dépossédés de notre faculté la plus fondamentale, la faculté du langage, la faculté dont tous les philosophes, j'ai cité Descartes tout à l'heure, mais tous les philosophes bien avant Descartes, les Grecs en particulier, ont dit qu'elle nous définissait. Souvenez-vous de la célébrissime définition d'Aristote, l'homme est zoon, logon et kon, hein, le vivant qui possède le logos, la parole, la raison. Bien. Éric Sadin insiste sur cette révolution. Comment ne pas voir que s'opère là, après la privation progressive de notre droit naturel à nous déterminer librement, la déprise de notre faculté la plus fondamentale, celle de produire du langage. Cette formule est jolie, elle est peut-être fausse, mais elle est jolie. Hein, la déprise de notre faculté la plus fondamentale, produire du langage. Et puis, possibilité, on va à la limite, d'une disparition de l'humanité. La question se pose de savoir, selon Sadin, si pour la première fois, c'est notre humanité même qui pourrait disparaître. Cette inquiétude, est-ce qu'elle relève de la vieille naïve crainte à l'égard des robots? Pourquoi pas? Ou est-ce que cette inquiétude est fondée? Alors, Éric Sadin répond positivement à cette question dans la vie spectrale. Il affirme qu'avec ChatGPT, nous avons affaire à des systèmes, je le cite, qui vont organiser l'abandon progressif de l'usage de nos facultés les plus fondamentales. Hein, on va abandonner progressivement l'usage de nos facultés. Et il ajoute, en dramatisant son propos, ce sont les dernières phrases de Sadin que je cite, « Ce qui, depuis la nuit des temps, requérait de l'apprentissage, le concours d'autrui, l'effort de notre corps et de notre esprit, va être frappé d'inutilité et d'obsolescence, pour nous voir réduits à des êtres ne faisant plus que des prompts. » Avant de conclure, je le cite à nouveau, « Et alors l'humanité entendue comme une communauté transhistorique d'âmes, chacune dotée d'une richesse unique, aura été vidée de sa substance et sera devenue comme absente à elle-même. » Reconnaissons que c'est bien écrit. Faut-il partager cette angoisse d'Éric Sadin? C'est ce que je vais développer dans ma conclusion en récapitulant quelques points que nous venons de voir. 3 points clés me semblent, je dirais, devoir être retenus. J'espère que vous retiendrez bien davantage, mais au moins 3 points clés de cette conférence. Premier point. Comme l'a fait l'IA depuis l'origine, ChatGPT constitue d'abord une grave menace sur l'emploi. Ça, c'est absolument indiscutable. Des pans entiers de l'activité économique qu'on croyait à l'abri de ce danger vont être profondément affectés. Il me semble, pour ma part, qu'il serait naïf de penser, comme l'ont affirmé certains spécialistes et même certains philosophes, pourtant brillants, je pense à mon collègue Luc Ferry, il me semble naïf de penser que les emplois qui vont être créés par l'IA vont compenser les emplois détruits par l'IA et par les IA génératives en particulier. Il n'y a aucune commune mesure entre les millions d'emplois menacés et le très petit nombre d'emplois qui requièrent un niveau de formation très élevé dont aura besoin l'IA dans les décennies qui viennent. Première conclusion. Deuxième conclusion. Pour autant, élément plus rassurant, ChatGPT ne sera pas capable, dans l'immédiat en tout cas, il est difficile de faire des prévisions à long terme, de concurrencer systématiquement les humains. Et on a un exemple qui est très révélateur, c'est l'aide que peut apporter ChatGPT au métier du livre. J'en ai dit un mot tout à l'heure. L'IA ne peut que se servir des données du passé pour prédire le futur. En maniant des probabilités, elle ne fonctionne que comme ça. Si une IA avait existé au début du XXe siècle, elle n'aurait pas pu recommander la publication d'un roman de Marcel Proust, dont le style était trop différent de la moyenne stylistique des textes de son temps. Elle aurait écarté complètement Marcel Proust de toutes les maisons d'édition. Il s'agit donc de travailler avec ces systèmes en conservant son esprit critique. ChatGPT doit demeurer une aide, un outil, comme je viens de le dire, et non pas un moyen de remplacer, par exemple, les travailleurs de livres, pour prendre cet unique exemple. Troisième conclusion, la possibilité de menace sur notre humanité doit être nuancée selon moi. Je ne suivrai pas Éric Sadin dans son discours excessivement apocalyptique. J'ai été assez étonné
de ce que dit Eric Sadin par rapport à ses livres antérieurs. Il existe, me semble-t-il, un usage intelligent de ChatGPT qui peut constituer un prodigieux outil d'aide à la création, va créer un grand outil d'aide à la création. Nous avons davantage besoin d'une réflexion équilibrée sur le rôle de ChatGPT dans nos sociétés que de prophéties apocalyptiques qui risquent de bloquer la réflexion à un moment critique, au moment où nous n'avons jamais eu autant besoin de mobiliser toutes nos ressources intellectuelles pour bâtir notre avenir, c'est-à-dire quoi? Une nouvelle façon de cohabiter avec les machines que nous avons construites. La palissade qui mérite d'être rappelée, c'est nous qui avons construit ces machines. Il faut maintenant inventer une façon de vivre avec ces machines. Se demander comment les humains peuvent tirer parti de l'IA de manière responsable et éthique est un immense chantier qui ne doit pas être perturbé, selon moi, par des angoisses excessives et paralysantes. À nous de relever cet immense défi dont dépend notre avenir. Merci de votre attention.